Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu spécial, à savoir prendre le commentaire d'une personne qui poste régulièrement sur ma chaîne. Donc je vais dire Dia Family, donc il y a des chiffres après, mais Dia Family pour faire court. Merci à toi, tu commentes beaucoup, j'apprécie beaucoup aussi toutes les questions qui sont posées, qui sont très pertinentes et qui reprennent en fait beaucoup de réflexions que les gens de la diaspora ou enfants de la diaspora ont par rapport à une potentielle installation en Afrique de l'Ouest, mais je pense que ça ne doit pas forcément être spécifique au contexte ouest africain et que d'autres zones du monde, en Asie, Amérique du Sud et tout, peuvent en fait avoir les mêmes réalités, hein, tout simplement. Donc ce commentaire a été posté sur ma dernière vidéo, je vous invite à la voir et si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager pour me soutenir. On va commencer avec le premier commentaire de ce commentaire. Je pense que beaucoup de personnes de la diaspora ont l'illusion de pouvoir s'intégrer facilement. Or, malgré le fait d'avoir vécu avec des parents du pays, une fois sur place, l'intégration ne doit pas être si évidente. Donc ce premier point est assez pertinent parce que quand on grandit dans la diaspora, on a tendance à croire qu'on est comme en fait nos parents, on est comme les personnes qui viennent nous visiter, des personnes du pays. On a tendance aussi à aller dans les événements communautaires pour ceux qui ont eu l'opportunité. Donc en fait on a une présence d'africanité ou de nos communautés en fait d'origine dans notre vie quotidienne. Ça peut être les plats qu'on mange typiquement, le langage qu'on utilise à la maison parfois, des événements auxquels on participe, la famille qui vient nous voir. Et on a l'impression en fait qu'on est comme toutes les personnes qui sont autour de nous et que si on s'installe au pays, on va retrouver ces mêmes dynamiques de familiarité et qu'on va pas être dépaysé. Or, le fait de grandir dans un pays différent, c'est un impact qu'on ne mesure que quand on part. C'est comme les Français qui disent je me sens français que quand je voyage à l'étranger. Quand tu vas t'installer à l'étranger, c'est encore pire. Tu sens les différences culturelles très fortement parce que d'une part, tu es en minorité chez les autres. Parce que quand nos parents, quand notre famille vient nous rendre visite en Occident ou dans le pays dans lequel on est né, eux sont en minorité et s'adaptent en fait quelque part à la manière dont les gens ont de vivre sur place, aux codes, aux coutumes et tout. Même si ça reste dans un cadre familial, il y a toujours cet impact-là du pays dans lequel tu es. Et nous, quand en fait on part dans ces pays-là, on est aussi impacté par tout ce qu'il y a autour de nous, à savoir la manière dont les gens sociabilisent. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal touché, qui est assez différent de ce que j'ai pu vivre en France. La manière dont les gens traitent l'environnement, l'autre, l'argent, l'amitié, l'amour. Donc, il y a tout un tas de choses, tout un tas de pans de la vie qui sont totalement différents et qu'on sous-estime parce que on n'y pense tout simplement pas. Et il n'y a qu'en vivant dans des milieux différents qu'on se rend compte de la différence culturelle forte. Et moi, ça a pris beaucoup de temps déjà de comprendre ces différences culturelles-là et aussi de comprendre que j'avais ma propre histoire entre guillemets humaine, que j'étais français d'abord, ensuite que j'étais d'origine sénégalaise et que ça m'empêchait pas en fait d'être autant à l'aise en France qu'au Sénégal. Faut juste avoir la volonté de s'adapter et de savoir en fait si on veut vivre dans tel ou tel endroit. Il y a beaucoup de personnes qui s'installent en Afrique, vous allez voir plein de vidéos dessus, qui vont vous raconter leurs déboires, qui vont vous dire je comprends pas, les gens sont méchants, les gens sont ceci, cela, tu expliques un truc on te comprend pas, machin machin. Et tout ça en fait ça vient du fait de différences culturelles fortes qui ne sont pas en fait mesurées tant que tu vas pas à l'extérieur. Donc c'est jamais évident en fait pour les personnes de la diaspora, qu'elles soient d'origine ou pas, de venir s'installer et de penser qu'elles peuvent s'adapter. Et je vais même vous dire que nos parents qui ont vécu 30 ans, 40 ans en Occident, en fait même elles ont du mal à s'adapter à certaines réalités africaines. Moi j'ai ma mère, j'ai des oncles, j'ai des tantes qui ont vécu longtemps en Europe et aujourd'hui il y a des choses qu'elles ne font pas, qu'elles ont du mal à accepter de leur entourage, rester au pays, ce genre de choses. Donc c'est très difficile en fait de s'intégrer d'un coup d'un seul quand on a été habitué à un environnement différent depuis très longtemps. Deuxième point du commentaire, il y a une vidéo de Repat Africa avec deux intervenantes qui avaient vécu certaines discriminations du décalage entre le monde professionnel français et le monde professionnel en Afrique de l'Ouest. Tout ce que je dis en fait, pour le préciser, c'est que mon expérience personnelle et aussi le témoignage d'autres personnes qui peuvent se rajouter. Mais je ne parlerai surtout que de mon avis par rapport à ça. Cette interview, je ne l'ai pas vue. Moi, j'ai en fait travaille dans des entreprises sénégalaises. D'ailleurs, le premier job que j'ai eu en tant que freelance, c'était dans une entreprise 100% sénégalaise. Il n'y avait que le fondateur PDG qui avait été en fait dans la diaspora.
pendant 30 ans en Allemagne, mais tout le reste, en fait, c'était des personnes de la ville, des Sénégalais qui avaient leur propre manière de travailler, leur propre manière de voir le monde et tout et tout. Ce qui peut être assez surprenant, en fait, quand on vient d'Occident, où on a l'habitude que tout soit réglé, millimétré, où chacun fait son boulot, entre guillemets. Ici, c'est moins évident. C'est pas forcément de la faute des gens, même si on n'enlève jamais les responsabilités, mais il y a beaucoup de causes sous-jacentes qui mériteraient en fait plusieurs vidéos. Dans la manière de sociabiliser avec ses collègues, on sait que par exemple en France on a beaucoup d'humour décalé, du second degré, du sarcasme, de l'ironie, ce qui est très mal vu, par exemple en Afrique de l'Ouest, dans les cultures où on fait attention à ce qu'on dit aux autres. Voilà, les relations sociales sont extrêmement importantes, même si c'est un collègue de travail, et ben tu peux pas te permettre d'avoir voilà, de faire des blagues, de l'humour noir, ce genre de choses. Et pour aller plus loin, c'est par exemple très difficile de sermonner un collègue à toi dans des contextes où voilà, il y a, comme on appelle au Sénégal, le masla. Donc le masla, c'est la bonne entente entre les gens. Et on a tendance à faire, comme ma mère dit, nuage. Donc faire nuage, c'est tout simplement ignorer les mauvais gestes, les mauvaises actions, parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Et ça, c'est un code social qui est difficile à accepter et qui peut être source de discrimination. Parce que quand tu viens avec ton bagage social, intellectuel et tout, inconsciemment, tu as l'impression que c'est à peu près partout pareil. Donc tu essaies des trucs, tu te parles de manière normale pour toi, mais les gens vont voir que, ah, bon, bah celui-là, il est vexant, il est méchant, ce genre de choses. Et c'est une remarque que même mes collègues m'ont fait au bout de 3 ou 4 ans d'installation au Sénégal, 3 ans on va dire. Ils me disaient, bon, bah Adora, t'es moins méchant qu'avant, t'es moins dur. Alors que moi, je me suis jamais senti ni dur ni méchant. C'est vrai que, bon, il y a parfois des moments où il faut être sévère au travail, bah, c'est normal. Mais le degré de sévérité et de dureté que nous on tolère n'est pas le même. Pour faire une comparaison beaucoup plus proche, moi qui travaille avec beaucoup d'Allemands, je vois que leur degré de sévérité dans le travail est trop élevé par rapport aux Français. Donc en fait, chaque société, chaque culture a des codes culturels différents et des tolérances à certaines choses qui sont aussi différentes. Et ça, il faut accepter de l'accepter, il faut le subir aussi, parce que ces discriminations, elles font partie de la vie. C'est comme les personnes qui viennent d'Afrique et qui arrivent en Occident, elles aussi subissent des discriminations dans leur emploi, pas parce qu'elles sont spécifiquement noires ou autre chose, mais parce qu'elles ont des codes, elles ont une manière de vivre qui ne correspond pas en fait à la personne, enfin aux personnes qui sont dans le pays d'accueil. Mais ça, avec le temps, bon, les personnes s'adaptent et on arrive à s'y faire. Il faut tout simplement rester ouvert, comprendre que si les gens ont des mauvais gestes envers vous, c'est pas forcément vous qui attaquent, c'est peut-être ce que vous représentez, c'est peut-être que vous avez eu un mauvais geste sans vous en rendre compte, que vous avez eu une mauvaise parole, mais ça vient avec le temps, l'apprentissage, il faut rester ouvert et il ne faut surtout pas voilà, se mettre en colère, il ne faut pas être rancunier par rapport à certaines choses, il faut prendre le temps de comprendre et de s'intégrer. Troisième point, elle disait aussi que les personnes de la diaspora, en plus de se prendre pour les rois du pétrole dans leur style de vie, se pensaient souvent avantagées ou supérieures de par leur culture et leur éducation européenne. Or, il n'en est rien. Donc ça va être peut-être le point sensible de la vidéo, parce que bah, moi, par rapport à ça, j'ai eu mes torts. Avec du recul, j'ai aussi pensé que j'étais supérieur de par mon éducation, de par mes diplômes, de par mon style de vie, de par mes opportunités. Et c'est quelque chose qui est presque naturel en fait. C'est triste à dire, pardon, mais c'est en fait quand on arrive dans un pays où déjà on a un certain pouvoir d'achat, parce que ça, il faut pas se leurrer. On a beaucoup d'avantages financièrement. Déjà, le fait d'avoir un passeport, ça nous sauve de la misère extrême. Parce que, bon, bah, tant que tu as ton passeport, demain, tu as un problème. Tu peux réunir un peu d'argent pour prendre un billet d'avion. Tu retournes en France, tu vas toucher ton RSA ou tu vas faire de l'intérim ou du chômage ou trouver un nouveau travail. Or, pour les personnes sur place, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, l'accès à l'emploi est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour elles. Ensuite, il y a les entreprises qui payent bien, qui sont plutôt de standing international. Et là encore, les personnes locales ne sont pas forcément toujours formées pour rentrer dans ce genre d'entreprise. Et les profils internationaux sont souvent privilégiés. Et je le vois en fait quand il y a une offre d'emploi ou un appel d'offres pour des consultants ou ce genre de choses. On distingue les contrats locaux des contrats internationaux. Dans la réalité des faits, ces deux personnes vont sûrement faire la même chose. Mais
l'international va être mieux payé, mieux traité que le local. Et moi, je l'ai vu dans plein de situations au niveau du travail où on ramène des internationaux pour faire un métier, pour faire un boulot qu'un local peut très bien faire. La différence dans le langage, donc un international qui arrive au Sénégal, qui parle pas Wolof, qui parle pas Peul, tout ça, ça peut poser problème. Il peut pas aller dans les provinces, il peut pas faire des enquêtes, il peut pas vraiment rechercher des informations qui ne peuvent être accessibles que si tu comprends en fait la manière dont fonctionnent les gens, que si tu peux avoir accès à l'intérieur en fait des gens. Et d'un autre côté, bah, il y a les locaux qui sont soit sous-qualifiés, c'est une réalité, ou qui sont qualifiés et qui sont pris mais qui ne sont pas bien payés parce qu'on considère que voilà, bah, un local, le SMIC au Sénégal c'est 100 euros par mois, bah, en fait un expert on peut le payer 500 euros, c'est très bien. Alors que si c'était quelqu'un avec un passeport différent ou un international, on l'aurait payé peut-être 5 ou 10 fois plus. Mais ça, c'est une réalité avec laquelle il faut faire malheureusement et qui va prendre du temps à changer. Et le problème qu'ont les travailleurs locaux, c'est qu'on ne leur donne pas forcément la chance de pouvoir monter en compétences. Et ça joue beaucoup sur les opportunités d'emploi derrière. Comment tu veux qu'un jeune qui a un diplôme d'ingénieur, un master en économie ou en tout ce que tu veux, puisse monter en compétences et puisse faire valoir en fait un CV en béton si on ne le laisse pas se former. Ici, il n'y a pas de parcours d'alternance typiquement. Moi, j'ai fait 3 ans d'alternance en France avant de venir au Sénégal. Ça m'a beaucoup aidé. Je sais que si j'avais pas fait l'alternance, bureau d'études puis service public, ben, en fait, je ne serais pas au niveau auquel je suis. J'aurais beaucoup moins bien performé au Sénégal. J'aurais eu moins de chances de pouvoir trouver du travail, de faire valoir aussi mes compétences. Quand bien même j'aurais eu un diplôme français. Et l'alternance, ça permet justement de donner sa chance aux jeunes avant qu'ils puissent intégrer le marché du travail. Et au moment d'intégrer le marché du travail, en Europe, on a des boîtes d'intérim, on a voilà, beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes aussi à l'international, qui fait que, bon, même si en début de carrière, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions financières et tout, au moins on a de quoi travailler. Et ça, c'est vraiment le plus important quand on veut commencer à se développer en tant que jeune. Et ici, les jeunes peuvent faire 5 ans, 6 ans de chômage après leur diplôme. C'est aberrant, c'est monstrueux et c'est la réalité malheureusement. Pour en revenir aux gens de la diaspora qui viennent au pays, bah, c'est vrai qu'il y a ce pouvoir d'achat qui est assez important, qui est utilisé. Donc moi je distingue vraiment les gens de la diaspora qui ont grandi au pays et les gens de la diaspora comme moi qui viennent d'arriver. Ceux qui ont grandi au pays, ils ont un style de vie souvent, bon, pas tous, hein, un peu flambeur. Pas, il y a un peu aussi, il y a un peu ce côté supériorité, mais pas tellement, parce qu'ils ont un lien physique, voilà, familial, social avec les gens, et c'est juste une fierté pour eux de montrer qu'ils ont réussi, et en fait on le montre avec du matériel, avec des cadeaux, avec des distributions d'argent, rouler dans une belle voiture, porter des beaux vêtements. Et les gens de la diaspora, quand ils viennent au pays, bah en fait ils se régalent, hein, ils se régalent, ils font le show, ils vont voir leurs anciens amis, ils les rincent et tout. Donc c'est vraiment comme une manière de montrer qu'on a réussi et qu'on a avancé dans la vie. Là où les personnes qui sont comme moi, qui viennent d'arriver, ne connaissent pas tous ces trucs-là, n'ont pas un lien avec les populations locales suffisamment fort pour pouvoir se mettre à leur place. Il faut beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps et aussi, j'ai pas été à Dakar. Si j'avais été à Dakar, certainement que je serais avec des internationaux ou des personnes qui ont un haut niveau de vie par rapport aux Sénégalais moyens. Mais là où je suis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vivent avec peut-être 1 ou 2 euros par jour, pour être voilà, pour parler généralement, et qui pourtant sont mes voisins, avec qui je discute, avec qui voilà, je bois le thé. Voilà, je vois comment ils vivent, j'apprends à vivre avec eux, et ça te rend très humble. Là où des personnes qui viennent de la diaspora vont pas forcément faire cet effort de vivre avec les populations locales, la population moyenne. Voilà, ils vont se sentir un peu comme en vacances. Voilà, tu vas à la plage, tu vas au restaurant, tu vas faire la belle vie et tout et tout. Alors que ce que tu vis, c'est pas une norme, c'est juste ton pouvoir d'achat qui te le permet pendant une certaine période. Parce que au bout d'un moment aussi, il y a le retour du bâton. Tu vis de manière au standing, mais si tu n'as pas derrière les revenus suffisants pour pouvoir continuer ce train de vie, c'est cardio. C'est pour ça que tu entends des gens qui disent ouais, pour vivre à Dakar ou à Abidjan, il faut gagner 4000 euros par mois. Sinon, tu t'en sors pas. Mais ceux qui ont ce discours-là, ils délirent complètement.
où ils visent un niveau de vie qui n'est pas raisonnable selon moi, ou qui est à leur hauteur, parce que peut-être ils ont les moyens, mais la majorité des gens ne devraient pas viser ces niveaux de vie parce que c'est le meilleur moyen de vivre en fait en total décalage avec la réalité du pays, mais aussi de retourner en Europe parce que tu n'as plus d'argent, parce que tu veux pas diminuer ton train de vie. Et il n'y a rien de plus difficile que diminuer son train de vie. Parce que être pauvre quand tu as toujours été pauvre, c'est difficile à dire, mais bon, bah, c'est une habitude. Mais avoir un bon niveau de vie et reculer, mais il y a beaucoup de gens qui accepteraient pas. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait quand je suis arrivé au Sénégal, hein. Voilà, mon niveau de vie il a reculé de 5-6 étages, hein. Mais pourtant, ça en a valu la peine. Parce que c'est une expérience qui m'a rendu humble, beaucoup plus humble. Peut-être que ouais, je suis encore un peu arrogant, mais qui m'a rendu service au final et qui a aussi rendu service à mes finances aujourd'hui. Les Sénégalais qui postulent au même poste sont tout aussi bien éduqués et ils ont tous les codes locaux. Ça c'est vrai, hein, un Sénégalais qui est du Sénégal, techniquement il a un avantage sur nous. En fait, il n'a pas forcément accès au même réseau, aux mêmes opportunités. Mais si on vivait dans un monde où chacun était égaux en droit et en opportunité, ben, c'est sûr que les Sénégalais nous mettraient des distances, des vitesses par rapport à absolument tout. C'est juste que certains n'ont pas forcément confiance en eux, d'autres sont dans des situations tellement précaires qu'ils n'ont pas voilà, les moyens de prendre le risque, soit d'attendre de trouver un bon emploi, donc ils vont se précipiter vers des jobs précaires, ce qui fait rentrer en fait dans une spirale infernale, ou qu'ils n'ont pas forcément les bonnes cartes de visite, ou qu'ils n'ont pas un niveau de français qui soit suffisamment bon, parce que ça aussi, la barrière de la langue que nous on subit quand on ne parle pas les langues locales, bah, en fait les locaux la subissent quand ils veulent postuler à certains emplois. Là au Sénégal, par exemple, il y a la ministre de la Pêche nouvellement nommée qui, à chaque interview quasiment, fait des fautes de français monumentales, monstrueuses. Et il y a un grand débat sur la capacité de parler français quand on est une personne qui est censée avoir de hautes responsabilités. Et ça, c'est un point qu'on sous-estime. Tu es dans ton pays, tu parles la langue de tes parents, de tes ancêtres tout le temps. Et la langue qui te permet d'accéder aux meilleurs jobs, c'est une langue importée de la colonisation, ce qu'il faut le dire, mais qui reste la langue officielle de ton pays. Et si tu ne maîtrises pas cette langue, en fait, il y a plein de portes qui te sont fermées. Il y a plein de portes qui sont fermées. Et il y a beaucoup de locaux qui n'ont pas accès à certains emplois parce qu'ils ont peur voilà, de faire mauvaise figure devant un entretien d'embauche, ou qui ne savent pas forcément écrire correctement le français, qui ne savent pas rédiger une lettre. Des choses tellement basiques qu'on nous apprend en primaire, collège, nous donnent des avantages par rapport à des gens qui sont tout aussi compétents, qui ont les codes locaux et tout, mais qui n'arrivent pas à mettre en avant, à transformer leur potentiel en compétences concrètes. Donc voilà, je vais faire cette vidéo en deux parties finalement, parce que j'ai beaucoup à dire et les questions sont vraiment intéressantes. En tout cas, restez à l'écoute pour la prochaine partie et à très bientôt.